J'ai un peu d'émotion parce que, en effet, la NDRH, merci à toute l'équipe, déjà. Vous nous avez permis de nous rencontrer, mais pas seulement. Nous avons maintenant une forte proximité parce que vous apportez beaucoup. Et maintenant, je vous connais depuis longtemps, entre mes fonctions de ministre, où j'allais au dîner de la NDRH, où j'étais bombardée de 130 questions, et on n'avait jamais le temps de manger par ailleurs, mais voilà, on fait un petit... Et je trouve que c'est extrêmement important à quel point vous travaillez dans la transmission. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de ma reconversion professionnelle, même si je l'ai faite maintenant depuis plus de 4 ans. Mais j'avais envie vraiment de vous parler des reconversions professionnelles dans notre pays et de la mobilité volontaire sécurisée. Et j'ai envie tout simplement de vous raconter 2 histoires que j'ai menées dans mes activités de conseil, mais qui pour moi sont importantes pour le pays. Je veux vous en parler parce que je pense qu'il faut que vous en saisissiez. Parce que nous savons bien, et quand j'étais ministre, nous y étions aussi complètement confrontés. Nous avons, quand on interroge les Français sur la reconversion professionnelle, ils sont à peu près un peu moins de 90% à souhaiter une reconversion professionnelle, ce qui est quand même extrêmement important. Malheureusement, ils ne sont que 30% à peu près à franchir ce cap, parce que ce n'est pas un cap facile. Déjà, ce n'est pas facile de se relancer dans les études quand on a une vie de famille. Regardez, ma petite dernière est là en train de construire des maisons sur la tablette parce que je travaille et que voilà, on est samedi après-midi. Mais au-delà de ça, et au-delà de ce petit trait d'humour, on voit bien que lorsqu'on est dans une routine d'un métier aussi, on connaît l'environnement de travail. Certes, il y a un peu d'insatisfaction, mais c'est quand même extrêmement courageux de retenter. Et puis, il y a la question économique et financière qui n'est absolument pas anecdotique dans ce cadre-là. Il y a quelques années, on avait mis en place le compte personnel de formation justement pour que nos actifs, les actifs français, soient vraiment acteurs de leur parcours professionnel et puissent... Le biais qui voulait être évité, c'est que ceux qui s'y retrouvaient le mieux, et bien souvent les cadres, étaient ceux qui utilisaient le plus les budgets de formation. Et donc, le compte personnel d'activité était là pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'engager, donc en faisant vraiment, en étant acteur de sa propre vie professionnelle. Il y a quelque temps, en octobre 2019, j'ai travaillé sur l'attractivité des métiers du grand âge. Et je vais vous en dire quelques mots. Il y a un vieillissement de la population, on a beaucoup de départs en retraite aujourd'hui sur les métiers d'auxiliaire de vie à domicile ou sur le métier d'aide-soignant. Néanmoins, on a des conditions d'emploi et de rémunération qui n'étaient absolument pas au niveau. Sur le domicile, elles restaient entre 9 à 11 ans, plafonnées au SMIC. Et le taux de précarité des auxiliaires de vie, celles qui interviennent à domicile, il est aujourd'hui de 17%, lorsque le taux de précarité aujourd'hui de la population générale salariée est à 6%. Compliqué de rendre attractifs ces métiers avec de telles rémunérations. S'agissant des aides-soignantes, on en a beaucoup parlé pendant la crise, on a besoin d'elles. Je dis elles parce qu'à 97%, nous sommes sur une population féminine. D'ailleurs, si les conditions de rémunération sont si basses, c'est aussi le lien parce que c'est des populations aussi féminines. Et à l'époque, quand on a remis ce rapport, on a bien sûr dit qu'il fallait augmenter les rémunérations. C'est chose faite s'agissant des aides-soignantes, puisqu'il y a eu le Ségur de la santé en pleine crise en septembre dernier, ce qui a fait 180 € net en plus par mois pour les aides-soignantes. Et puis sur les auxiliaires de vie, c'est en train de boucler là actuellement. Et d'ici 15 jours, il y aura une augmentation similaire pour les auxiliaires de vie. Il a fallu qu'on passe par la crise pour faire cela. Néanmoins, il y a une dynamique aujourd'hui pour améliorer leur métier. Et dans ce cadre-là, on sait bien que leurs conditions de travail sont extrêmement difficiles aujourd'hui parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. Donc, il y a un besoin impératif de donner aux jeunes déjà l'envie d'aller sur ces métiers-là, mais il y a aussi un besoin d'élargir le sourcing. Et à l'époque, quand on a remis le rapport, je dis on parce qu'il y avait des auxiliaires de vie, des aides-soignants, c'était une vraie équipe projet collective. Il y avait la DRH de Korian, vous allez voir pourquoi je parle d'elle. À l'époque, quand on a remis le rapport, on est allé voir le patron de la Fédération de la grande distribution en disant
Aujourd'hui, on sait, il y a les caisses automatiques, que va devenir le métier d'hôtesse de caisse. On a un impact extrêmement fort aujourd'hui de la transformation numérique sur certains métiers. Si on regarde la transformation numérique des années 2005 à 2015, on peut se dire, nous avons dans notre pays créé 1,5 million d'emplois et nous avons supprimé 700 000 emplois. La révolution numérique, cette période-là. Vous allez me dire, le solde est positif, tout va bien. Non. La réalité, c'est que les emplois qui ont été supprimés étaient des emplois très féminisés, peu qualifiés, et les emplois qui ont été créés étaient des emplois plus qualifiés. Donc on voit bien que ce n'est pas mécanique et que ce n'est pas parce qu'on crée des emplois que ceux dont on va détruire les emplois vont aller automatiquement sur ces métiers-là directement. Et donc, à l'époque, on était allé voir donc Jacques Cressel en lui disant « Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des ponts entre le métier d'aide-soignant et le métier d'hôtesse de caisse pour celles qui ont envie de s'impliquer dans ces métiers-là » Et on ne trouvait pas le levier juridique pour permettre cela. Ce levier juridique, aujourd'hui, il existe. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Ce levier juridique, il s'appelle transition collective. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Voilà. Non, je vais vous en dire quelques mots. Il a été créé par Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. Il a été créé par les partenaires sociaux et Elisabeth Borne a doté du Fonds national de l'emploi à peu près une enveloppe de 500 millions d'euros. La circulaire date de janvier, je vais vous en dire quelques mots. Il a été créé justement cette idée que par le dialogue social et notre fameuse GPEC, dont on voit souvent, on a l'impression que c'est une usine à gaz, que c'est une obligation légale, mais concrètement, on passe beaucoup de temps à faire de la carto des compétences, un peu moins à la dynamiser et encore moins à mettre son jus de cerveau pour savoir quelle stratégie on en tire. Dans nos entretiens professionnels, dans de la VAE collective, même dans la valorisation de l'expérience syndicale. C'est un vrai levier aussi de GPEC, ces éléments-là. Mais voilà, il faut d'abord qu'il y ait un accord GPEC pour pouvoir se lancer dans transition collective. Et donc, moi, mon idée à ce moment-là, quand transition collective est sortie, c'est un dispositif qui permet d'éviter des plans sociaux. Concrètement, l'État, si un salarié veut faire une mobilité volontaire sécurisée, tous les mots sont importants. Volontaire, c'est lui qui le demande et il a le CEP qui va bien sûr vérifier ça. Sécurisé, c'est que si ça ne marche pas, il peut retourner dans l'entreprise. C'est un élément extrêmement important. Je vous parlais tout à l'heure de la reconversion professionnelle. On a peur en termes financiers, on a peur, voilà. C'est donnant-donnant, puisque finalement, si ça ne marche pas, on peut retourner. Donc notre contrat est juste suspendu et on peut reprendre dans l'entreprise source. Et donc, ce dispositif, il est né pourquoi? Il est né parce qu'on sait très bien que dans la crise économique que nous vivons aujourd'hui, avec, on a la chance d'être dans un pays qui a des amortisseurs sociaux, l'activité partielle, les prêts garantis de l'État ont permis, en gros, jusqu'à maintenant, de limiter, on va dire, les dégâts, mais nous savons bien qu'aujourd'hui, on va être sur un marché du travail qui va être un peu bouché, avec des grosses difficultés, notamment pour les moins qualifiés. Et ce dispositif est parti du principe qu'avec un congé de reclassement, dans le cadre d'un PSE, de 6 mois ou 8 mois, ne permettait pas à former véritablement, notamment sur des métiers qui sont des professions réglementées. Aide-soignant, je vous en parlais juste avant. Et donc, l'État s'engage à prendre en charge 40% de la rémunération et de la formation si vous êtes une entreprise source de plus de 1000 salariés. L'État prend en charge 75% de cette formation et cette rémunération si vous êtes dans une entreprise entre 300 et 1000 salariés. Et l'État prend en charge 100% de la rémunération et de la formation si vous êtes dans une entreprise de moins de 300 salariés. Et cela sur un parcours qui peut durer jusqu'à 24 mois. Alors, quelle a été notre idée à nous? On avait toujours ce vieux rêve d'essayer de trouver du monde pour les EHPAD, pour les maisons de retraite notamment, et pour le domicile. Alors, on a commencé à regarder, à faire des enquêtes de rémunération pour voir quel métier on pourrait trouver, quelle entreprise source nous pourrions trouver pour les emmener vers ce métier d'aide-soignante. On n'est pas allé vers l'industrie. On gagne 20% de plus dans l'industrie que
dans les métiers de la santé et du sanitaire social. Okay. On a ciblé, dans un premier temps, les métiers de la propreté. Toutes ces femmes qui ont bien souvent des temps partiels très subis, des horaires fragmentés en Île-de-France qui peuvent faire 3 heures de transport par jour. Et on s'est dit, nous savons là aussi, avec les fermetures de bureaux suite à la crise, nous savons là aussi qu'on a la possibilité. Donc notre première entreprise qu'on a testée, c'était l'entreprise de Richebourg. Et là, on a envoyé une forme de BSI générique, un bulletin de situation individuelle. Demain, si vous allez chez Korian, voilà quelle sera votre rémunération, vos astreintes, votre qualité de vie au travail. Et donc, à partir de là, on a écrit à, on va dire, 200 salariés en Île-de-France, femmes dans la propreté, qui travaillaient pour l'entreprise de Richebourg. Et on a eu 60 réponses positives et un premier groupe de 25 personnes qui sont venues à une réunion d'information collective où on a présenté le projet. Mais on ne s'est pas arrêté là. On parle de métier, du prendre soin, de l'empathie. Et pour nous, c'était très important qu'elles connaissent un petit peu la réalité du métier avant de s'engager dans le parcours. Donc on a fait un sas d'orientation avec une association qui est dans les Yvelines, qui prépare les demandeurs d'emploi depuis plus de 10 ans sur ces métiers-là, Invi, pour la citer, qui était aussi membre de l'équipe projet. C'était un vieux rêve qu'on avait à 3-4 dans cette équipe projet, 3-4 femmes. Et dans ce sas d'orientation, elles ont eu des tests psychologiques, on a regardé le niveau de français, parce que pour être aide-soignante, il faut maîtriser la langue française, c'est extrêmement important dans les transmissions notamment. Et donc, elles ont testé des kits de vieillissement pour voir justement la manière dont on pouvait se déplacer pour comprendre les difficultés qu'allait avoir le public dont elles voulaient avoir la charge. Et ce qui a été assez incroyable dans cette aventure, c'est que pour elles, c'était le Père Noël, finalement. C'est d'ailleurs comme ça qu'elles ont appelé Boris de Richebourg, qui était là, très fier de porter ce projet. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, elles gagnaient 600 à 700 euros par mois, qu'elles avaient 3 heures de transport, en moyenne aussi, par jour, qu'elles commençaient à 5 heures du matin et qu'elles reprenaient après le soir à 18 heures jusqu'à 22 heures. Donc, en termes de... Notre promesse, c'était quoi? Un CDI à proximité de chez vous, avec un diplôme d'État d'aide-soignante. Et ce qu'on a appris, c'est que la plupart d'entre elles avaient essayé de passer le concours d'aide-soignant 5-10 ans avant. Mais ce concours, ça n'avait pas marché. Il n'y a plus le concours maintenant, c'est des entretiens pour tester l'appétence, l'envie de prendre soin des autres aujourd'hui. Et donc, elles ont fait ce SAS. Sur ce SAS, il y en a 12 qui ont commencé mardi, là, chez Korian. Les 12 autres, elles vont avoir une petite remise à niveau et elles vont rejoindre après l'entreprise Korian. On leur a fait un parcours. On ne leur a pas dit, vous irez en organisme de formation et dans 10 mois, vous irez trouver un employeur. Non, elles ont leur promesse d'embauche. Elles ont un parcours fait de formation en situation de travail, un peu de formation à distance. Et puis, elles ont un tuteur pour 4 personnes. Donc, il y a un vrai engagement de l'entreprise Korian. Concrètement, de Richebourg paie 60% de leur rémunération pendant 14 mois. Korian paie 60% de leur formation. L'État prend 40%. Une chose que les partenaires sociaux n'avaient pas prévue, c'est le temps partiel. Hors de question pour nous de dire à des femmes qui étaient à temps partiel, vous ferez du 35 heures payé temps partiel. Concrètement, on savait que ça allait échouer. Donc, on a eu une première dérogation qui, je pense, ne sera pas une dérogation puisque c'est l'État qui complète leur salaire. Et puis, on a eu envie de continuer. Et là, on a pris contact avec l'entreprise Monoprix. Et Monoprix, ce qui est extrêmement intéressant dans cette aventure, donc côté de Richebourg, les partenaires sociaux à l'unanimité ont signé l'accord GEPEP qui a rendu possible ce parcours. Monoprix, je vais vous en parler parce que je pense qu'on est vraiment dans l'anticipation. Eux, dans leur entretien professionnel, ils ont interrogé tous les salariés en leur demandant quels étaient leurs centres d'intérêt et si un jour, s'ils avaient envie de se reconvertir, dans quel secteur ils iraient. Ils sont capables, en appuyant sur un bouton, de savoir qu'au plan national, il y a 800 personnes qui sont intéressées par le grand âge, 2000 par la petite enfance. Donc on a fait la même chose. On a fait notre réunion d'information collective la semaine dernière. On a été obligé de limiter à 3 départements parce qu'on fait un pilote. Mais on avait déjà 62 personnes sur ces 3 départements, dont 10 hommes. Et ça, c'est vraiment chouette. En tout cas, je peux vous dire que les aides-soignantes de Korian les ont particulièrement bien accueillis. Et
pareil, on va partir et la volonté aujourd'hui de Monoprix, donc il y a eu un gros travail de terrain avec tous les managers pour expliquer tout le dispositif. Et donc là, ben voilà, nos sas d'orientation vont se tenir au mois de juin et au mois de juillet prochain pour une entrée chez Korian en septembre prochain. Je vous raconte ça parce que la circulaire, elle fait peur. La circulaire fait peur, ça paraît très complexe. Comment trouver une entreprise source. Mais si j'interroge les deux entreprises, entreprise d'accueil et entreprise source, qu'est-ce que ça veut dire de leur vision, justement, de la bienveillance qu'ils peuvent avoir et le fait d'y croire? Je pense que c'est extrêmement important. Vous allez me dire, ça rehausse leur marque employeur. C'est évident. C'est évident, s'occuper de permettre cela. D'ailleurs, beaucoup des salariés avaient du mal à mesurer que c'était possible. Je dis les choses très directement. Voilà. Ça nous interroge aussi sur les questions des compétences de base et la lutte contre l'illettrisme. Rappelons-nous, dans notre pays, on a 2,5 millions de personnes qui sont en situation d'illettrisme. 51% sont aujourd'hui des salariés. Donc, congé de reclassement ou pas, je crois que toute entreprise a un devoir d'employabilité vis-à-vis de ses collaborateurs. Parce que vous le savez bien, dans l'engagement au travail, la capacité de pouvoir se projeter, d'avoir des perspectives d'évolution, c'est extrêmement important. C'est comme la conciliation de la vie personnelle, vie professionnelle, c'est extrêmement important. Trouver du sens, connaître la stratégie et être en capacité de se projeter. Donc ça, c'est un point important. Ce qui nous a semblé assez intéressant, c'est de voir à quel point le fait qu'il y ait cette démarche-là a permis finalement de banaliser la question de la mobilité externe. Et je crois que ça, c'est un point important. Et pourquoi? Parce que le parcours, il est sécurisé, parce que le parcours est financé, parce que le parcours, la personne est accompagnée. C'est le CEP qui fait son dossier administratif. Ce n'est pas les services RH de l'entreprise source ou l'entreprise d'accueil. C'est concrètement, vraiment, le CEP qui est financé pour cela et qui va faire tout le dossier administratif de la personne. Et surtout, le fait que, si ça ne se passe pas bien, on puisse retourner sur le même contrat de travail, je pense que c'est un élément extrêmement important. Et donc, je crois que ce type de démarches, qui sont, alors on peut le dire cyniquement, moins coûteuses économiquement, mais surtout moins coûteuses socialement qu'un PSE, parce que c'est ça, la GPEC, elle nous pousse à quoi? Elle nous pousse à anticiper. En réalité, on peut passer 8 mois sur la carte des compétences et on va passer 15 jours sur ce qu'on en tire comme stratégie. C'est bien là où est le problème, finalement. Et donc, on voit bien que ce type de dispositif, et c'est ça notre sujet aujourd'hui, c'est que tout le monde veut y rentrer. C'est-à-dire qu'on a créé une forme d'appel d'air où, vous imaginez, dans les magasins, dans les commerces, dans les supermarchés, on en parle. Et donc, et moi, quand c'est que je vais pouvoir partir? Donc là, on sait qu'on en a 2000 qui veulent aller sur le métier d'auxiliaire de puériculture. C'est pas facile parce qu'il faut un diplôme pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc, on est sur des parcours longs. Et je conclurai avec une petite anecdote. Je présente au président de Monoprix la salariée de Richebourg qui était sortie du SAS et qui allait commencer le mardi. Et elle lui dit « Merci à vous pour vos salariés de faire cela. Moi, j'ai cru que Boris de Richebourg était le Père Noël. Et vous imaginez, moi, j'ai quitté l'école en 3e et je vais avoir un bac+2, diplôme d'État. » Et il lui répond « Vous serez encore plus diplômé que moi. » Elle n'en revenait pas. Voilà.